Bien, dans cette vidéo qui fait suite à celle qu'on a vue sur les structures de marché, nous allons parler des coûts, présenter des éléments de la théorie des coûts. Alors ça peut sembler étonnant, quel rapport entre une théorie des coûts et les structures de marché? La passerelle, elle est assez simple à comprendre, c'est que quelle que soit la structure de marché envisagée, que ce soit un monopole, que ce soit un oligopole, que ce soit une situation de concurrence, l'hypothèse est faite dans les modèles que les entreprises cherchent à maximiser le profit. Alors c'est une hypothèse qui est contestable, la maximisation du profit. Certains estiment qu'elle est trop restrictive, que par exemple des entreprises pourraient avoir d'autres finalités, suivre une RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire appliquer au niveau de l'entreprise les critères du développement durable. Critères selon lesquels il faut allouer les ressources rares de telle manière que l'on ne sacrifie pas les générations futures aux besoins de la génération présente. Il peut y avoir donc d'autres objectifs, ça peut être des responsabilités sociales, des objectifs, des finalités sociales, faire en sorte que le confort des salariés soit acceptable, quitte à ce qu'il y ait un objectif économique derrière cet objectif. Il peut y avoir plusieurs objectifs, certes, mais aucun de ces objectifs alternatifs n'est possible s'il n'y a pas de profit. Par conséquent, il n'est pas absurde de mettre cette hypothèse de maximisation du profit. Or, la maximisation du profit revient à minimiser les coûts. C'est la raison pour laquelle nous allons parler d'une théorie des coûts. Alors ces coûts, ils sont assez simples à comprendre. On va partir d'une idée générale. Plus une entreprise produit de quantité de choses, de trucs, plus les coûts de production vont augmenter. Simplement, ça coûte plus cher de fabriquer 100 machines que d'en fabriquer une seule. Donc la première idée intuitive, c'est que les coûts totaux, la totalité des coûts de production, ça va être une fonction croissante de l'échelle de production. Produire un avion, ça coûte moins cher que de produire 100 avions. Alors ces coûts totaux, on va les diviser en deux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les coûts fixes. Alors les coûts fixes, c'est quoi? Ce sont les coûts qui sont indépendants de l'échelle de production. Alors par exemple, on va prendre le cas d'un Airbus A380, un exemple simplifié. Le coût fixe qui est indépendant du nombre d'Airbus qui sera fabriqué, eh bien ça va être tout simplement, il y en a beaucoup plus que ça, mais on va prendre un exemple simple, le hangar nécessaire pour assembler toutes les pièces qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique, qui viennent de France, toutes ces pièces qui arrivent à Toulouse, il va falloir les assembler dans un hangar. Donc que l'on produise 100 à 380 ou 0, le coût de ce hangar, il est indépendant de l'échelle de production. Deuxième exemple de coût fixe pour Airbus, ça va être par exemple les brevets. Toute l'intelligence et la conception de l'appareil, qui a coûté énormément, que je produise ensuite un Airbus ou 100, ces coûts ne vont pas changer. Une fois qu'on a la conception, ça y est, ça existe. Ça, ce sont des coûts fixes. Et puis à côté des coûts fixes, on va avoir des coûts variables. Et les coûts variables, alors eux, ils vont dépendre de l'échelle de production. Si je produis rien du tout, mon coût variable va être nul. Mais par contre, si j'augmente mon échelle de production, si je produis 100 Airbus, les coûts vont augmenter. Alors par exemple, dans les coûts variables, si je prends l'exemple d'Airbus, il va y avoir l'acier, simplement la matière première pour fabriquer un Airbus. Il va y avoir des composantes électroniques. Il va y avoir la masse salariale. Si on ne produit aucun Airbus, on ne paye pas les salariés, on ne les a pas embauchés. Par contre, s'ils travaillent beaucoup et longtemps parce qu'on a une grande commande, évidemment, ça va coûter plus cher. Donc, ces coûts totaux, c'est la somme des coûts fixes qui sont indépendants de l'échelle de production et des coûts variables qui, eux, dépendent de l'échelle de production. Bon, alors une fois qu'on a ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet sur cette théorie des coûts. Juste un prérequis pour aller plus loin, vous devez savoir ce que c'est que la pente d'une fonction. Si vous savez ce que c'est qu'une pente et une pente moyenne, aucun problème, la suite en graphique. Bien, alors donc mon coût total dont je viens de parler, il est égal, on l'a dit, au coût fixe, indépendant de l'échelle de production,
plus les coûts variables qui, eux, dépendent de l'échelle de production. Écrit sous une forme un peu plus formalisée, ça signifie coût total qui est une fonction Q pour les quantités produites, qui est égale au coût fixe, CF, plus les coûts variables, CV, qui là est fonction des quantités produites. Donc ça, c'est l'écriture formelle typique d'une fonction de coût total. La question, je l'ai suggéré tout à l'heure, on sait que quand les quantités Q augmentent, le coût total va augmenter. Je l'ai dit, le coût total est une fonction croissante des quantités produites. Alors là, c'est-à-dire que si je veux représenter géométriquement cette idée, eh bien là, sur l'axe des abscisses, j'ai mes quantités produites ici. Ici, je suis à 0. Et plus j'augmente le long des abscisses, mes quantités produites augmentent. Et sur l'axe des ordonnées, ici j'ai 0. Et là, j'ai la totalité des coûts. Mes coûts totaux sont ici. Alors, quelle forme va avoir une fonction de coût total? Est-ce qu'elle va avoir une forme ainsi faite, de type exponentielle? Est-ce qu'elle va avoir une forme plutôt de type logarithmique? Tout ce qu'on sait, c'est ces deux fonctions ici, elles sont croissantes, mais on comprend bien que ce n'est pas exactement la même fonction. Donc, on va essayer de voir la synthèse un petit peu, peut-être c'est un mélange des deux, la synthèse des fonctions de coûts totaux que l'on rencontre habituellement dans les manuels. Donc, on part de notre écriture, du coût total qui est ici, qui est fonction des quantités produites. Sur l'axe des abscisses, les quantités produites. Sur l'axe des ordonnées, les coûts totaux. Première idée, c'est que dans un premier temps, on le voit, même quand l'entreprise produit 0 ici, il y a néanmoins une certaine quantité de coûts qui n'est pas nulle, c'est tout simplement les coûts fixes. Les coûts fixes sont représentés ici. Puis, une fois que les coûts fixes, qui sont donc indépendants, je le répète, de l'échelle de production, plus les quantités produites augmentent le long de l'axe des abscisses, plus les coûts augmentent, les coûts totaux augmentent. Mais on constate sur cette première partie de graphique que les coûts totaux augmentent moins que proportionnellement. Puis, ensuite, la courbe prend une forme un peu plus exponentielle, et là, on a typiquement une courbe de coûts, c'est celle qu'on trouve dans quasiment tous les manuels. Nous allons la regarder un peu plus en détail. Première notion, une fois qu'on a vu cette fonction de coût total, ça va être de voir la notion de coût moyen. Alors, on va sortir d'Airbus, je prends un exemple très très simple. On va imaginer un boulanger qui fabrique 100 baguettes et ça lui a coûté, le coût de production, le coût total, ça lui a coûté 20 €. Et la question qui nous intéresse, c'est combien ça lui coûte en moyenne pour chaque unité. Synonyme de coût moyen, le coût unitaire. Voilà, le calcul, il est simple à faire. Au numérateur, on va mettre le coût total, combien lui a coûté pour faire 100 baguettes, dans mon exemple 20 €, divisé par les quantités produites, ici 100 baguettes. 20 € divisé par 100, ça va me donner 20 centimes. Donc en moyenne, chaque baguette a coûté 20 centimes à fabriquer. C'est le coût moyen d'une baguette. Bon, alors cette idée, elle est très très simple, cette idée de coût moyen. Là maintenant, la difficulté, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut déduire la forme du coût moyen en fonction du coût total que l'on vient de voir. On regarde la suite en image. Donc cette courbe de coût moyen, on l'a mentionné tout à l'heure, on va la déduire du coût total. Et on a dit que c'était la moyenne du coût moyen. Et pour trouver le coût moyen, on l'a vu tout à l'heure avec les baguettes, au numérateur, on met le coût total, qui va dépendre des quantités produites, des coûts fixes aussi naturellement, mais aussi des quantités produites, divisé par, on l'a vu, le nombre de baguettes, c'est-à-dire ici les quantités produites. Donc on voit que sur ce graphique, il faut faire le rapport entre l'axe des ordonnées, représenté par le coût total, l'axe des ordonnées, divisé par l'axe des abscisses, qui est ici au dénominateur les quantités produites. Ça va me donner le coût unitaire. Imaginons que l'entreprise, elle fabrique une quantité A, ici. Ça veut donc dire que la pente moyenne en A, c'est-à-dire le coût moyen
en A, ça va être ici le rapport AB, puisqu'on va de A à B, ça revient à faire une projection de 0 à ce point-là à peu près sur le coût total, au numérateur, divisé par les quantités, le segment OA. Donc la pente moyenne en A, elle est donnée par AB sur OA. Alors comment la calculer? Là on n'a pas de chiffre. Si dans ce point je fais une projection à partir de l'origine, j'ai ici un triangle rectangle, et on voit qu'on fait apparaître un angle, ici un angle alpha. Alors je vais faire un peu de trigonométrie, mais même si on n'a pas de base en trigonométrie, c'est pas grave. Là en fait, la tangence de l'angle alpha va me donner le rapport entre AB et OA. Alors même si ça vous effraie, c'est pas grave, on va admettre simplement que la valeur de l'angle, ici, c'est la tangente alpha, ça va nous donner la pente moyenne. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand l'échelle de production augmente. Donc on va ici imaginer, je suis ici en A, et voici maintenant j'étais là, et maintenant mon échelle de production vient d'augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vois que mon angle alpha, qui représente ma pente moyenne, vient de diminuer. Imaginons que j'augmente encore l'échelle de production. J'arrive ici maintenant, et on voit que là, mon angle alpha vient encore de diminuer. On était là, il vient de diminuer. Donc la tangence exactement de l'angle alpha a diminué. Donc on voit que ma pente moyenne, quand je pars de là, de 0 quantité produite, quand j'augmente A, ma pente moyenne, elle diminue jusqu'à ce point, où en ce point ici, là, de mon coût total, on voit bien que mon coût moyen, mon angle alpha, si je poursuis la courbe rouge, on voit bien que mon angle alpha, il va se redresser, et donc cela signifie que ma pente moyenne va se redresser, donc que le coût moyen va augmenter. Et donc à partir de là, on peut commencer à visualiser le coût moyen que je représente ici en rouge sur le même graphique. On peut déduire du coût moyen que mon coût moyen va avoir cette forme décroissante, c'est-à-dire que mon angle alpha il a diminué, ma pente moyenne elle a diminué au fur et à mesure que ma quantité augmentait, jusqu'à arriver ici à un point qui va être le minimum de mon coût moyen, et au-delà de cette quantité-là, le coût moyen va augmenter. Autrement dit, j'ai une courbe de coût moyen qui est décroissante dans un premier temps et qui est croissante dans un second temps. Bien, cette forme particulière de la courbe de coût moyen, ça nous amène aux économies d'échelle. Alors l'économie d'échelle, c'est un raisonnement en économie, ça fait partie de la théorie des coûts. C'est l'idée selon laquelle, ce que l'on a vu, quand les quantités augmentent, quand on part de 0 ici, vers un certain point, le coût moyen est décroissant, il diminue, et passé un certain point, le coût moyen augmente. Donc on a cette forme particulière d'un coût moyen. Il existe d'autres formes de coût moyen, on a des courbes de coût moyen qui sont continuellement décroissantes, nous verrons ça plus tard. Mais en général, les courbes de coût moyen que l'on rencontre dans les manuels, elles ont cette forme. Nous avons ici une zone d'économie d'échelle. La zone d'économie d'échelle, elle traduit l'idée selon laquelle l'augmentation des quantités produites le long de l'axe des abscisses diminue le coût unitaire. Alors comment ça peut s'expliquer? Bien, c'est très simple, c'est que les coûts fixes vont être répartis sur des séries qui sont beaucoup plus longues. Lorsque, je reprends l'exemple d'Airbus, lorsqu'il y a un seul hangar, un coût fixe important, des coûts des brevets importants, et si on ne fabrique qu'un seul Airbus, ce premier Airbus, il va prendre à lui seul la totalité des coûts fixes et la totalité des coûts variables. Maintenant, si on produit 100 Airbus, alors là, il est clair que les coûts fixes, ils ne vont pas être multipliés par 100. Ils n'ont été valables qu'une seule fois. Donc, le montant de ces coûts fixes va être réparti sur une série plus grande, ce qui va avoir pour conséquence de baisser les coûts unitaires, c'est-à-dire le coût moyen. C'est une des explications, justement, de la production industrielle en grande série. Pourquoi cette grande série est nécessaire? Précisément pour obtenir une zone d'économie d'échelle.
Historiquement, ça a été nécessaire, cette recherche de zones d'économie d'échelle, à partir de la seconde révolution industrielle, quand les investissements étaient tellement importants, les coûts fixes donc étaient tellement importants, pour le chemin de fer notamment, pour les hauts fourneaux, eh bien qu'il fallait produire absolument en très grande quantité. Et puis, une fois passé ce seuil critique, ici, on voit d'après la courbe que là, les coûts augmentent, c'est la zone de déséconomie d'échelle. Alors quel argument on invoque en général pour expliquer cette partie où l'augmentation de l'échelle de production augmente le coût unitaire? L'argument principal, c'est tout simplement que dans les grandes structures, les grandes organisations, il va y avoir des coûts improductifs qui vont augmenter, et notamment les coûts du contrôle. Le coût du contrôle, le coût de la complexité va faire que certains coûts vont arriver et donc il y a une limite au gigantisme, une limite à la taille de l'échelle de production. Et justement, les entreprises arbitrent en général, c'est jamais donné ad vitam aeternam, ce seuil critique ici. Certaines entreprises essayent de grandir pour obtenir ce point critique et d'autres essayent de se détacher de certains actifs industriels qu'ils ont, de produire moins ou différemment pour obtenir ce point critique qui est ici. Alors une fois qu'on a vu ce coût moyen, on va maintenant introduire ici le coût variable moyen. Donc là-haut, vous reconnaissez ma courbe de coût total, telle qu'on l'a examinée précédemment, et ici le coût moyen. Le coût moyen, on l'a compris, on a compris qu'en ce point-là, de 0 à A, la pente moyenne, elle diminue, ce qui nous a permis d'avoir cette courbe de coût moyen, cette forme de coût moyen en U. Alors, quel est le coût variable moyen ? Il suffit de prendre le coût moyen divisé par les coûts fixes. Le montant des coûts fixes ne va faire apparaître que les coûts variables moyens. Et donc, en retirant les coûts variables moyens sont nécessairement inférieurs aux coûts moyens. Le minimum qui est ici autour du coût variable moyen n'est pas nécessairement dans l'axe du coût moyen, il peut l'être, mais il n'est pas nécessairement dans cet axe-là. Donc la courbe de coût variable moyen, je le répète, est nécessairement inférieure au coût moyen. Nous avons donc vu le coût total. Nous avons déduit du coût total quel était le coût moyen, avec une partie économie d'échelle et déséconomie d'échelle. Nous venons de voir le coût variable moyen qui est forcément inférieur au coût moyen, puisqu'il ne prend pas en compte les coûts fixes. Il reste à voir, donc on a répondu finalement à la question combien coûte en moyenne un produit. Maintenant, on va s'intéresser à une autre question, combien coûte une unité supplémentaire du produit que l'entreprise fabrique. Une unité supplémentaire, ce coût supplémentaire, en théorie économique, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le coût marginal. Et le coût marginal, il est en relation avec le coût moyen. Et intuitivement, l'idée, elle est très simple. Les étudiants qui font leur moyenne, ils additionnent plusieurs notes. Si la note supplémentaire qu'ils ont, la note marginale, est supérieure à la moyenne, elle va, allez, devinez, la moyenne va augmenter. Quand vous avez 12 de moyenne et que tout d'un coup vous avez un 14 qui arrive, vous comprenez intuitivement que la note marginale, quand elle est supérieure à la moyenne, ça augmente la moyenne. Et inversement, si vous avez 12 de moyenne et que votre note est un 8, la note marginale, la note supplémentaire, va entraîner une diminution de la moyenne. Bon, eh bien, la relation qu'il y a entre le coût marginal et le coût moyen, elle est exactement de cette même nature. On va le voir en détail, mais intuitivement, donc, quand le coût marginal est supérieur au coût moyen, le coût moyen augmente, et quand le coût marginal est inférieur au coût moyen, le coût moyen diminue. C'est aussi simple que ça. On garde ça en image. Bien, alors maintenant, voyons en détail comment géométriquement, graphiquement, ça se passe avec le coût marginal. On va partir de ma courbe de coût total. De même que nous avons déduit la courbe de coût moyen du coût total, nous allons faire la même chose du coût marginal. Nous allons la déduire de la fonction du coût total. Le coût marginal, on l'a dit, c'est le coût d'une unité supplémentaire. Donc là, ici, on imagine que l'entreprise, elle a produit la quantité Q1. Ce qui lui donne, vu la courbe de coût, le coût total 1, ici.
l'entreprise produit une unité supplémentaire, Q2. Donc, ça va augmenter ses coûts. Le nouveau coût total est de CT2 ici. Nous voulons voir ici la différence. Le coût marginal va donc être, au numérateur, la différence qu'il y a entre le nouveau coût total et l'ancien, divisé par les quantités nouvellement produites moins les anciennes, Q2 moins Q1. Autrement dit, si Q2 moins Q1 est une toute petite quantité, ça revient à calculer finalement une toute petite quantité qui tendrait vers 0, ça deviendrait finalement à calculer la dérivée première de la fonction en un point précis. Donc là ici, si je rassemble cette équation, Cm, le coût marginal, c'est égal, le delta, c'est la variation du coût total divisé par la variation des quantités produites, où delta Q est égal à 1. Ce qui signifie que le coût marginal, c'est tout simplement la dérivée première de la fonction du coût total. Et on se souvient que quand on calcule une dérivée première, cela revient à calculer la pente en chacun des points d'une fonction. Donc ça, c'est un petit point mathématique qui est nécessaire d'avoir compris. Ce n'est pas l'objet de ce tuto, mais donc je le répète, quand on calcule une dérivée première, cela revient à calculer en un point précis la valeur de la pente. Donc, je reprends ma fonction de coût total et on s'intéresse à la pente. Là, on voit que la pente, elle diminue. Plus mes quantités produites augmentent, plus ma pente, elle diminue jusqu'à un certain point. On comprend qu'ici, la pente, elle commence à augmenter. Donc là, ici, en ce point qui va être un point d'inflexion, je vais pouvoir avoir mon coût marginal. Et là, je sais que mon coût marginal, j'ai dit précédemment que c'était la pente d'une fonction. Et bien là, on voit que le long de cette pente, je le répète, la pente, elle diminue, le coût marginal, il diminue, jusqu'à un point, ici, on voit qu'à partir de ce point, la courbe de coût total, la pente, pardon, de la courbe de coût total, elle est croissante cette fois-ci, et donc mon coût marginal, il est croissant. Bon. Et là, on a ici un minimum. Donc la relation qu'il y a entre le coût marginal et le coût moyen, je résume, ici, on l'a vu tout à l'heure, sur ce point, ma pente moyenne, elle commence à augmenter, ce qui fait que mon coût moyen, il a ici un minimum. Et on se souvient tout à l'heure qu'on a vu qu'il y avait une relation entre la note marginale et la note moyenne, et le coût marginal et le coût moyen. Et ce qu'on a dit, c'est qu'à chaque fois que le coût marginal était inférieur au coût moyen, le coût moyen, il baisse. Donc là, on voit que le coût moyen, il est en train de baisser. Et bien, forcément, on va avoir ici, là j'ai mon coût marginal qui apparaît ici. Mon coût marginal, tant qu'il est inférieur à mon coût moyen, ce qui est le cas jusqu'ici, mon coût moyen, il est en train de baisser. Et à l'inverse, quand mon coût marginal est supérieur au coût moyen, on voit que mon coût moyen, il augmente. Autrement dit, c'est une nécessité logique, mathématique. Le coût moyen passe nécessairement, le coût marginal passe nécessairement par le minimum du coût moyen. Ça, c'est un point qui est extrêmement important quand on parle de la théorie des coûts. Donc ce qui fait que si on regarde sur le graphique final pour conclure un peu cet élément de théorie des coûts, mon coût moyen, je ne reviens pas dessus, il est mis ici, représenté sur la courbe en orange. On a compris que le coût variable moyen était nécessairement inférieur au coût moyen, et la différence qu'il va y avoir entre ces deux courbes, c'est le montant des coûts fixes, puisque le coût variable moyen ne calcule en moyenne combien a coûté chaque unité supplémentaire, sans prendre en compte les coûts fixes. Et on vient de le dire, le coût marginal passe nécessairement par le minimum du coût moyen. Voici ma courbe de coût marginal. Et ce graphique, il faudra l'avoir en tête parce que quand on va approfondir la théorie des coûts, et notamment quand on va vouloir voir quel est le comportement de l'entreprise selon les structures de marché, et comme je l'ai dit en introduction, maximiser le profit, cela revient à minimiser les coûts, nous aurons besoin de ces graphiques. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu aride, ce tuto un peu complexe peut-être, qui nécessite d'avoir quelques éléments en mathématiques, assez simples au demeurant, mais j'espère que ça va vous aider à comprendre les vidéos suivantes. Je vous remercie de votre attention.